Salut gang, ici Elliot Cardin, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je ne niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 44. Aujourd'hui, écoutez, un épisode en direct de la Californie avec monsieur Elliot Cardin. Comment ça va, Elliot? Ça va bien toi, Yann? Ça va bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. En fait, on est en direct du Nevada. Oh, du Nevada, donc tu as déplacé un peu. T'es dans quel coin en ce moment, là? Pyramid Lake. Ça va être plus proche de l'aéroport, fait qu'on est redescendu aujourd'hui. Il fallait faire le test COVID-PCR pour pouvoir prendre l'avion là, mardi. Yes, parce que pour les quelques personnes qui écouteraient qui ne sont pas au courant, écoute, faut vraiment pas suivre l'actualité trail ou pas suivre les pages Facebook, Instagram de Pas sorti du bois pour pas savoir que on est le lendemain de la Western State. Quand ça va paraître l'épisode, on va être plus 4 jours après. Donc, la Western States, ben, c'est les Jeux olympiques de la trail américaine. C'est probablement la course la plus prestigieuse aux États-Unis. Puis là, ben, tu étais là sur place, tu as vécu. En fait, tu nous as fait vivre des grandes émotions, mais j'ai bien hâte d'entendre toi, de ton côté, comment tu as vécu tout ça. Mais écoute, je suis content de t'avoir. C'est la première fois que je reçois une deuxième fois un même invité. Donc, on s'était parlé à l'épisode 3, le lendemain de l'Ultra Trail Arikana. Fait que je pense que c'est ça ton créneau. Toi, tu fais des podcasts le lendemain de tes courses. Le lendemain. T'as-tu une bière avec toi? Ça me stresse pas. T'as-tu une petite bière? Non, finalement, j'ai pas de bière. Là. J'essaie de me remettre un peu du coup de chaleur. Fait que là, je vais boire de l'eau. C'est correct, c'est safe. Écoute, on s'était parlé cet après-midi, on s'était dit bière ou pas bière. Moi, de mon côté, écoute, j'ai un partenaire de bière, fait que j'ai opté pour la bière. Fait que j'ai une Stiletto Bourbon de la microbrasserie Emporium. Fait que merci à Stéphanie, la gang de l'Emporium, d'être fidèle au poste avec Pas sorti du bois depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, une Stiletto Bourbon. Fait que cheers à toi, Elliot. C'était vraiment cool de te suivre. Cheers, thanks. Fait que là, parlons de cette course-là. Écoute, la Western States, je le disais, c'est genre les Jeux olympiques américains de la trail. C'est une course hyper prestigieuse. C'est une course qui est difficile à entrer. Hein. Si on réussit à passer par la loterie, c'est compliqué. Quand on est un athlète de haut niveau comme toi, ben, il y a d'autres options. Parle-moi un peu de comment tu as réussi à te qualifier pour cette Western States-là 2021. Oui, ben, en fait, je m'étais qualifié en 2020 en participant au 100 km de Black Canyon. Puis j'avais fini 3e avec une super belle performance. J'avais fait un 8h19 minutes. Ça me donnait la 3e position. Fait qu'habituellement, c'est les premiers et deuxièmes. Mais Eden Hawk, c'était déjà sur le circuit avec l'Ultra Trail World Tour, il me semble. Donc, lui, il avait déjà sa place. Fait que le ticket, il allait à la 2e et à la 3e place. Donc, à Charlie Ware et à moi. Exact. C'est comme ça que j'ai réussi à rentrer sur la course. Exact. Il y a comme 5 courses, je pense, la Western States qui se passent dans les mois avant la course. Fait que la loterie, la Western States, c'est 360 quelques coureurs, 369, je pense. Fait que par la loterie, c'est extrêmement difficile. Oui, exact. Puis, en fait, plus tu mets ton nom souvent dans la loterie, plus après ça, de chances de... Je te perds un peu, Elliot. Est-ce que tu m'entends, Yann? Ah, t'es de retour. Good. Des petits bugs. L'image ne suit pas, mais écoute, la voix est là, fait que c'est correct. OK. Ah, c'est bon. C'est ça, comme je le disais, la Western State, 5 courses dans les mois qui précèdent
la course principale où tu peux te qualifier quand, justement, comme tu dis, tu as une position 1 et 2, 3 dans le cas où tu as un Hayden Hawks qui avait déjà son golden ticket ou sa place pour rentrer dans la course, fait que tu étais rentré par Black Canyon. La COVID arrive. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez écouter l'épisode 3 avec Elod. On avait parlé spécifiquement de ton Black Canyon 100K, de ta performance là-bas. Comment qu'on se prépare quand on habite à Bromont comme toi, puis on s'en va faire la Western States quand il y a, je veux dire, des canyons à 45 degrés Celsius? Qu'est-ce que tu as fait dans les derniers mois pour te préparer? Ouais, c'est pas facile pour vrai, dans le sens on n'a pas le climat ni les montagnes pour ça ici. C'est sûr, c'est faisable. Ça prend des saunas, des spas. Mais tu vois, là, toutes les saunas, c'était fermé. Fait que j'ai dû opter pour le spa, qui n'est pas l'idéal, mais ça fait la job quand même. Fait que ce que je faisais, c'est je faisais des courses que je restais dans le spa 30 minutes, après je retournais courir dehors, je retournais dans le spa pour faire de l'adaptation comme ça à la chaleur. Puis à chaque fois au Québec, là, il faisait beau. On a quand même un printemps chaud. Début mai, ça a été chaud. Fait que je faisais exprès de sortir en plein après-midi, aller faire des longues sorties, le plus exposé possible. Donc j'essaie d'être dans des pistes de ski où il n'y a pas d'ombre. Ça a été ça un peu la stratégie, mais ouais, habituellement, c'est plus par le sauna que les gens vont faire l'adaptation. Ben oui, exact. Même Richard Turgeon que j'ai reçu qui avait fait la Western il y a quelques années, ou même Éric Deshaies qui avait fait le Badwater quelques fois. Il y a plein de trucs maison pour s'arranger. Je pense que c'est Éric qui racontait qu'il faisait du vélo puis du tapis roulant dans son sous-sol avec son tuyau de sécheuse qui, au lieu de sortir dehors, était pitché directement sur lui. Puis ah ouais, c'est il y a des malades de s'adapter, mais ceux qui connaissent moins Western States, c'est ça. Ouais. Tu pars dans la Olympic Valley en Californie, fait que à Squaw Valley, où il y a déjà eu des Olympiques des années 60, je pense, et qu'il y a de la neige au début, puis à un moment donné, tu descends, puis tu rentres dans les canyons où il fait des températures à chaque année très chaudes, mais je pense que hier, c'était une des années les plus chaudes de l'histoire de la Western States. Oui, exact. C'était pas mal dans les années records. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le suivi, mais ouais, c'était super chaud. Ça n'avait pas de bon temps pour vrai. Ben, tu commences ici, puis c'est quand même frais. Tu es dans la vallée, à Olympic Village, à 2000 mètres. Ça commence, puis c'est pas si chaud que ça. Puis tu es déjà petit en altitude, tu restes pour un bon 50-60 km, souvent à des passages à 2000 mètres. Puis je te dirais, c'est ça qui a été tough aussi, parce que l'adaptation à l'altitude ici, je ne pouvais pas la faire non plus au Québec. Donc, ouais, ça l'a joué. J'ai une bonne tolérance, mais tu sais, une bonne tolérance pour quand je cours comme une petite run de 5-10 kilos en altitude, ça va. Mais là, d'avoir été aussi longtemps, après une heure de course, à chaque fois que je frappais 2000 mètres, je commençais à avoir des nausées, puis tu sais, pas des grosses nausées, là, mais juste assez pour que tu n'aies pas trop le goût de manger. Fait que là, il fallait que je me force un peu plus. Et c'est vraiment à chaque fois je franchissais 2000 mètres. Fait que ça m'a pas aidé en début de course. J'étais pas content après ça de descendre dans les canyons et de perdre un peu d'altitude, mais là, après ça a été la chaleur là, assez vite. Ça en est mêlé. À partir de 9 heures, là, il faisait déjà très, très chaud. Je me rappelle que le ravito, je pense que c'est le 3e ravito où moi, je m'étais mis un drop bag. Puis moi, je me suis arrêté, j'ai mis mes manchons, j'ai tout de suite mis un bandana avec la glace. Tu vois toutes les litres de course à ces 0 arrêtés là. J'entendais même quelqu'un, un bénévole, dire habituellement, la tête de course, elle ne s'arrête pas ici. Je suis comme, hey, merde, moi, je vais m'arrêter puis je vais en mettre la glace parce que la journée va être longue, sinon. Fait que, si je pense que ça explique aussi pourquoi il y a gros du monde. Tu sais, quand tu essaies d'aller super vite, d'être super performant, tu skippes comme des petites étapes comme ça, des fois qui prend 5-10 minutes de plus, mais ça peut venir vite jouer contre toi. Hein. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on aura l'occasion de parler de ta course plus précisément, mais pour ceux qui écoutent, qui ont peut-être moins suivi, la Western States, c'est une course prestigieuse, mythique. Et puis, c'est Jim Walmsley qui a gagné les 2 dernières éditions, chaque fois en battant son propre record du parcours. Fait qu'en baissant le temps, on parle de 160 km en 14h30 en 2018, 14h09 en 2019. C'est complètement débile. 2020, bien sûr, il n'y a pas de course. Puis Jim Walmsley, ben, il est connu, là, ceux qui écoutent le podcast sont habitués, on en parle souvent comme l'exemple du gars qui va all-in ou all-out, puis que justement, il est parti à une vitesse pour battre son propre record. Puis j'ai l'impression que Jim Walmsley, son objectif, c'est de finir Western States sous les 14 heures. C'est l'objectif ultime, quelque chose qui n'a jamais été fait. Puis il est parti très, très vite. Puis les têtes de course l'ont suivi à cette vitesse-là.
Ça l'a mené à des blow-outs, des explosions monumentales. Ouais. Plusieurs coureurs, à plusieurs moments dans le parcours, ont vraiment explosé parce que un gars comme Hayden Hawks, t'en parlais tantôt, c'est un gars qui est très connu, qui a gagné l'année passée GFK 50 miles, une des courses les plus rapides aux États-Unis. Il a battu le record de Jim Wamsley. Puis là, tout le monde se disait, OK, Hayden Hawks s'en vient à Western, il va challenger Jim. Il l'a suivi jusqu'à temps qu'au kilomètre 130 kek, 140, il a complètement explosé. Il était 1h30 arrêté parce qu'à un moment donné, justement, il a essayé de suivre Jim Wamsley qui a finalement remporté la course dans son temps personnel le plus lent pour gagner, mais quand même le 4e meilleur chrono de l'histoire de la course. Puis on se rappelle qu'il possède le premier et le 2e meilleur chrono. Puis le 3e, c'est Jared Hazen en 2019 qui n'avait pas gagné, qui avait juste couru vite, mais pas assez pour rattraper Jim. C'est le 3e temps le plus rapide pour gagner la Western States. Jim Wamsley, hier, était, j'ai l'impression, en feu, puis il n'y a personne qui a réussi à le suivre là-dedans. Là, je veux dire, les 2 gars qui ont fini 2e et 3e sont quasiment 2 heures derrière lui. Là. Ouais, ça, il y avait comme 1h40 d'avance. Là. Fait que pour lui, il n'y avait pas de stress. Puis, je ne l'ai pas vu l'arrivée, mais il paraît qu'il a pris vraiment son temps sur la piste d'athlétisme. Il savourait sa victoire. Il n'y avait pas de rush. Puis il savait qu'il n'avait pas battu son temps. Fait que je pense rendu là, pour lui, c'était juste d'aller chercher la victoire sans trop forcer à la fin. Hein. Non, c'est ça. Je pense qu'à partir du dernier ravito, il savait que ça ne servait à rien, qu'il n'était pas en mesure de battre son propre chrono à lui. Puis il savait qu'il y avait une grosse avance sur les autres. Fait qu'il s'est mis à prendre ça plus relax. Là. Plus relax, c'est quand même des miles à 9 minutes par mile, ce qui est quand même pas si pire après 145, 150 kilos. Mais il a pris ça plus relax jusqu'à la fin parce que justement, il voulait juste finir en beauté puis pas faire comme en 2016 puis être en avance puis prendre un mauvais embranchement puis finalement perdre son chemin puis perdre la course. Là. Ah ouais. C'est terrible. Non, c'est clair. C'était comment l'ambiance? Parce qu'on voit souvent les documentaires sur la Western States et tout ça. L'ambiance à Squaw Valley dans les jours avant la course, la reconnaissance de parcours. Parle-moi un peu du moment que tu es arrivé en Californie puis comment ça s'est passé jusqu'à la course. Ouais, j'étais arrivé un peu d'avance. Au début, il n'y avait pas... en début de semaine, comme le lundi, c'était assez tranquille dans le village, là, mais à partir de mercredi, avec Dylan Bowman, toutes les interviews, c'était vraiment malade. Plein de pros sur le parcours. Tu vas courir dans Escarpment, justement la trail qui mène jusqu'au sommet en début de course. Puis tu croises tout plein de pros. Tout le monde se parle. C'est vraiment festif et amical comme ambiance. Pour vrai, j'ai jamais vécu ce genre d'ambiance-là ailleurs sur une autre course. Ah, c'est clair. C'est pas comme l'UTMB où on voit les documentaires où justement c'est la folie, il y a 30 000 personnes, mais je pense que Western State, à un autre niveau, quand on parle d'une course un peu plus roots, une course un peu plus... il n'y a pas beaucoup de coureurs et tout. Il semble y avoir quand même cette espèce de sentiment-là puis cette fébrilité-là autour de la course. Hein. Oui, non, exact. C'est ça, comme tu dis, c'est pas mal plus roots. Je n'ai pas fait l'UTMB, mais quand on regarde, on voit clairement qu'il y a une grosse différence. Puis qu'est-ce que ça crée aussi comme ambiance, c'est que tout est plus accessible. Là. Tu as le temps d'aller parler avec les pros, justement. Ils sont pas trop occupés avec des interviews ou quoi que ce soit. Puis, tout le monde se promène dans le village. C'est vraiment accessible. Tu peux aller jaser avec tout le monde, demander des conseils. Fait que c'est vraiment plus amical. Hein. Ah oui, avec qui t'as jasé, toi, en prévision de la course? J'ai jasé avec Hayden Hawks. Je le connaissais un peu justement avec Black Canyon. On a jasé à quelques reprises. J'ai parlé tantôt avant qu'il y ait à la cérémonie. Puis, ouais, il avait quand même magané. Il me racontait ça y a pris 1 heure avant de t'en remettre. Je pense qu'il était rendu à Pointed Rocks. C'était quasiment arrivé, en fait. C'est là qu'il était complètement déshydraté, plus capable d'avancer. Il a dû s'arrêter là 1 heure à boire, essayer de renverser ça, puis de finir les 8 miles qui restaient. Puis il a dit que ça a été les 8 miles les plus rushants de sa vie. Fait que là, il se demandait si j'allais être à l'UTMB. Puis là, j'ai dit, je sais pas, il va falloir qu'on ait les points pour y aller. Puis là, il me disait que je redemandais, puis il disait que lui, ça allait être sûrement la CCC parce qu'il avait trouvé ça quand même assez exigeant sur le corps à 160 km. Parce que pour lui, c'était son premier 100 km, 160 km.
sa deuxième essai, mais c'est la première fois qu'il l'a complété. Ouais, c'est ça, il avait fait l'UTMB, je pense, en 2019, qu'il avait abandonné. Puis il avait gagné la CCC il y a plusieurs années, je pense 2016-2017. Mais c'est un gars qui a de l'expérience, qui est très rapide sur de la courte distance, du court ultra, mais là, sur du 160. Il est arrivé deuxième nécessairement, on suivait la course, on suivait Jim, on suivait l'avant du peloton, on suivait toi qui descendait dans le classement, qui était rendu, ou qui montait dans le classement. Tu as été 11e et tout. Fait que, moi, c'est ça. Hier, mon samedi, c'est résumé. Je l'ai raconté ceux qui me suivaient un peu dans les dernières semaines. Je déménageais, mais là, j'étais en déménagement à suivre la course sur mon sel. J'étais probablement le pire ami pour déménager parce que j'étais là à essayer de suivre la course sur Twitter et tout. Mais c'est ça, on suivait en parallèle Aiden Knox, Jim Wamsley, tout ça, puis toi qui était 17, 16, 15 jusqu'à la 11e place. Puis c'est ça, Aiden Knox, je pense au mile 92, fait qu'en toute fin de course, à 8 miles de l'arrivée, il est arrivé là, puis le GPS a comme arrêté. Tu te dis, OK, il est-tu bugué ou quelque chose? Puis non, il a comme arrêté 1h30 à ce ravito-là parce qu'il était pris de vomissement et tout ça. Puis, mais regarde, il a finalement fini, puis il a fini 8e, ce qui lui permet de revenir l'an prochain parce qu'on le disait tantôt, il y a un tirage au sort pour la Western States. Il y a les Golden Tickets Race, mais le plus simple, c'est de finir top 10, puis l'année d'après, tu es réinvité directement. Donc, je sais pas si c'est le plus simple. Pardon? J'ai dit, je sais pas si c'est le plus simple, par exemple. C'est plus simple une fois que c'est fait, parce que quand tu as déjà ton top 10, l'an prochain, tu n'as pas de course à faire, tu peux juste te rendre à Western, that's it. Mais effectivement, je pense que faire un top 10 à Western, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis encore plus une journée comme hier qui semblait super chaude. Ouais. Pour vrai, j'ai jamais eu des températures aussi chaudes. C'est pour courir. D'habitude, comme en plein été, mettons la journée la plus chaude qu'on a ici au Québec, on va sortir faire 10 km, on a bien en masse. Il fallait comme courir un 160 là-dedans, c'est ridicule. Ça, c'était ton baptême aussi du 100 miles, c'était ta plus longue distance à vie? Oui, exact. Ben, finalement, j'ai arrêté à la même distance, ma plus longue distance qui était 123 km avec le Tatel Arikana. J'aurais vraiment aimé ça me rendre plus loin, mais avec la chaleur, je ne pouvais plus en prendre plus. Ben non, tu as commencé fort avec ton premier 100 miles en te mesurant à une des courses qui est le plus difficile. Oui, comme tu le disais tantôt, c'est peut-être pas la course qui a le plus de dénivelé si tu compares à des hard rock, à des UTMB, mais c'est une course qui est de tout. Le premier 50 km, tu as de l'altitude, il y a des années que tu as de la neige, c'est super alpin. Puis après ça, tu tombes dans des canyons, dans des conditions à 40, 45 degrés, des trucs complètement fous. Là. Ah, exact. Puis cette année, on était chanceux, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'était vraiment chaud aussi, qu'il n'y ait pas de neige dans la première section. C'est un mal pour un bien. Il n'y a pas de neige, oui, mais après ça, tu sais que tout le restant de l'autre partie va être encore plus chaude que les autres années. Ah non, c'est ça. C'est d'habitude, je pense que... De c'est ça. D'habitude, tu arrives en haut de Squaw Valley, puis il y a de la neige pendant des kilomètres et des kilomètres. Puis là, on le voit aussi sur les splits d'un gars comme Jim Wamsley. Il est en avance sur son record de parcours parce que justement, il pouvait dérouler bien plus vite dans les sections où d'habitude, il y a de la neige. Puis quand il est tombé dans les canyons, il a droppé dans son temps aussi, comme tout le monde. Là. Comme tout le monde, mais sauf les femmes, j'ai l'impression, parce que ce matin, je pense que c'est vraiment le talk of the town. En tout cas, dans ce qu'on lit dans la presse de course, je ne sais pas si tu l'as vécu étant dans la course, mais les filles ont complètement démoli les records. Là. Ah ouais, non, pour vrai, j'ai vécu vraiment la tête de course féminine. Je courais quasiment qu'avec des filles, en fait. Mes rivales, c'était toutes des filles. Je courais avec Kelly, je courais aussi avec... je me rappelle plus, il y en a une Française qui est pour Oka, je me souviens plus. Oui, Audrey Tanguy. Longtemps, avec Claire Gallagher. Donc, c'était vraiment dans cette position-là que je me suis situé tout le temps que je traversais les canyons. Et arrivé à Michigan Bluff, j'avais passé Claire Gallagher, mais il restait encore tout plein de filles devant. Là. Je pense qu'il y avait encore 5 filles devant moi. Puis, je me suis même demandé, c'est moi qui ai vraiment pas bonne journée. C'est comme, il me semble que j'aurais imaginé d'être capable de devancer un peu plus les filles que ça, mais pas du tout. C'était infaisable. La première fille, je pense que c'est à partir du 3e ravito, je ne l'ai plus jamais revue.
Ah non, c'est complètement fou. Tu sais, souvent, on entend parler que à partir du 100 miles, mais dans les longues distances, les 200 miles, c'est là que les femmes deviennent plus endurantes, c'est des très, très longs ultras. Tu sais, je suis allé checker un peu parce que tout le monde parlait de ces records-là. Tu sais, ce matin, tous les articles que je lisais, c'était ça, à quel point les femmes avaient éclaté les records de Western State. Puis, tu sais, il y a de quoi se demander quand on parle des 200 miles et tout, mais l'endurance féminine, c'est là qu'elle fait sa différence et qu'elle devient vraiment un game changer quand tu vois des Courtney Dauwalter puis des filles comme ça qui remportent au scratch des courses devant les hommes. Mais sur du 100 miles, surtout à Western State, c'est très, très rare. Tu sais, le calibre est super élevé. Les femmes sont exceptionnelles, ils font des temps de fou, mais tu as quand même toujours un 20-30 gars, l'élite en avant, qui finit quand même un peu devant. Tu sais, il y avait Anne Trayson qui avait déjà fini deuxième début de l'année 2000. Mais dans les dernières années, c'était très rare qu'une fille réussisse à se glisser dans le top 10. Puis là, juste pour les stats, là, je me les ai sortis ici. Il y a Beth Pascal qui a gagné première femme, 7e overall et 2e meilleur chrono de l'histoire. Ça, c'est fou. Mais après ça, tu as 3 femmes dans le top 10 général, ce qui est jamais arrivé. Puis tu as 15 femmes dans le top 30 général, encore là, du jamais vu. Tu as une personne sur 2 dans le top 30 général qui est une femme. Fait qu'on a vraiment la parité qu'on a dans la vie de tous les jours, dans la population, mais on l'a sur un top 30 de la course la plus prestigieuse aux États-Unis. C'est du jamais vu. Là. Alors, c'est vraiment incroyable. Pour vrai, tout le mérite revient à eux. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire hier, là, avec la température qu'il y avait là en plus. Tu sais, je pense qu'ils ont vraiment une belle gestion de course, justement. Ils ont été quand même patientes. Puis, ça les a vraiment aidés. Puis aussi, ce que j'avais lu au niveau anato-physiologie, c'est que justement, la testostérone fait que les gars, on développe plus de puissance, mettons, contrairement à une femme, mais que l'estrogène, elle aide vraiment à retenir l'eau. Donc, tu sais, dans des situations super chaudes comme hier, ça en devient un avantage, justement, là, la puissance musculaire, on s'en fout un peu, rendu là. Ce qu'on veut, justement, c'est pas souffrir de la chaleur puis rester bien hydraté. Ah ouais, c'est intéressant d'avoir les données plus scientifiques derrière ça, mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui explique ça. Puis, je veux dire, tu as vu les gars tomber comme des mouches. Tu sais, je veux dire, dans les DNF qu'il y a eu, des gars qui ont de l'expérience sur cette course-là. Tu sais, Jared Hazen, 3e meilleur chrono de l'histoire de la course. Jeff Browning, qui est une légende de l'Ultra Trail. Tu as couru, je pense, en tout cas, tu étais autour de Jeff Browning une bonne partie de la journée. Ouais. Jeff Browning a le record. Pardon? Je l'ai passé juste avant Forest Hill, qui est Forest Hill à 100 kilos. Je l'ai passé comme peut-être 1 ou 2 kilomètres avant d'arriver à Forest Hill, puis il était vraiment en souffrance. Là. Il dit qu'il ne s'agit jamais arrivé dans une course. En fait, je pense qu'il a fait un post là-dessus aujourd'hui. Ouais. Il n'avait jamais eu des douleurs de même en course depuis tout le temps qu'il court. Là. Ça fait longtemps, Jeff. Puis c'est ça, c'est quoi? Il était crampé bien raide, il avait eu peur un peu aussi de la rhabdomyolyse. C'est quand tu dégrades trop de muscles, ça peut venir bloquer au niveau des reins, puis ça peut vraiment être dangereux. Je pense que rendu là, avec cette crainte-là, il a décidé de tirer la plug. Puis il y a aussi le fait qu'il va courir la Hard Rock dans 19 jours, que je comprends vraiment pas. Mais bon, je pense que pour lui, signature, ça fait comme 4 ans qu'il se tape Western State puis Hard Rock 3 semaines plus tard. Puis c'est lui qui a le record de temps combiné aussi. Mais c'est ça, tu sais, quand on voit un Jared Hazen dropper, c'est surprenant. C'est un gars qui est habitué à Western State, mais Jared Hazen, je pense qu'il drop une course sur 2 qu'il fait. C'est un gars qui va à la Jim Wamsley, tu sais, vraiment intense. Des fois, il casse. Mais un Jeff Browning, c'est un vieux routier. Là. Je pense qu'il a 22 victoires sur des 100 miles en carrière. Il y a une quarantaine de 100 miles à son actif. Il y avait un seul DNF en 40 courses de 100 miles. Hier, il a complètement explosé. Il avait l'air d'avoir un bon moral. C'est sûr que c'est toujours dur, DNF, mais je sais pas si c'est parce que quand je l'ai passé, peut-être que sa décision était bien prise et il avait bien pensé, mais il avait l'air correct avec ça. Hein. Non, ben, c'est clair. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là. Je veux dire, un abandon sur un 100 miles, je veux dire, c'est naturel. C'est plus, je veux dire, la Western State, à chaque année, c'est le tiers des gens qui doivent abandonner. C'est une course dans des conditions tellement extrêmes que c'est pas un échec d'abandonner. C'est sûr, ça va être difficile, mais quand on voit les gros noms, les habitués, tu parlais de Charlie Weir tantôt, avec qui tu avais fait Black Canyon, abandonné aussi. Mark Hammond, c'est un gars qui a fini de podium Western State. Fait que, tu sais, des gars très habitués au Canyon qui, cette année, ont explosé. Je pense que ça montre à quel point les conditions étaient extrêmes. Là. Non, exact. Tu sais, moi, durant la course, je
pense que j'ai croisé 3 pros, justement, qui ont cassé. Fait que je ne savais pas un peu devant là, si c'était si pire que ça, si ça continuait ou pas. Puis finalement, quand je me suis arrêté, j'ai réalisé que tout le monde quasiment avait lâché. Je me suis dit, OK, bon, c'est peut-être pas juste moi qui n'a pas eu la force d'aller jusqu'au bout. Ça avait juste pas de bon sens. Ouais, j'ai passé Matt Daniel assez tôt dans la course. Je sais pas, j'ai pas su ce qui s'était passé, mais il commençait à peine à faire chaud, mais lui, il était déjà en train de marcher en direction du 4e ravito, qui est Dusty Connors. Mais je sais pas, quand je l'ai passé, il m'a dit qu'il allait bien, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Ouais, c'est pas une course facile. Parle-moi de toi, ta course. C'était quoi ton plan de match? T'étais-tu seul en Californie? Tu me disais que tu étais avec ta mère, c'est ça? Je pense que je t'ai perdu. Oh! OK, voilà, ça... C'était quoi ta question? En fait, je te demandais comment tu as géré ta course avec les ravitaux, avec les drop bags et tout. T'étais-tu seul ou t'étais accompagné? J'étais accompagné avec ma mère. Fait qu'elle pouvait faire 3 ou 4 ravitaux. Il y en a, en fait, la Western States, c'est vraiment pas une course facile pour le crewing. C'est vraiment dur de se rendre à des points d'accès, ce que je savais pas trop avant la course. Fait qu'elle pouvait être là à 60 km. Après ça, à Forest Hill à 100 km. Et à la traversée de rivière qui est Chucky et Rocky, qui est là, c'est 123 km. Donc, j'avais pas beaucoup d'endroits où que je pouvais avoir un crew. Puis, fait que je me suis fait 3 drop bags, un en début de course, justement, à une trentaine de kilos. Et après ça, c'était pour la fin de course, justement, parce que j'allais pas revoir souvent mon crew, mais ouais, ça a été une grosse gestion pour vrai. Ça a fait beaucoup d'affaires à penser. Puis, ça a été épuisant pour préparer cette course-là. Oui, c'était toute une logistique, je suppose aussi. Là, quand tu pars sur une course comme ça, puis avec des terrains aussi différents, tu vas avoir du linge un peu plus adapté au froid ou à l'altitude du début. Puis après ça, tu tombes dans des conditions complètement folles en termes de chaleur et tout. Fait que la gestion de tout ça, puis comment vous vous prépariez ta marathon? Est-ce que vous avez fait un tour des ravitaux avant? Est-ce que vous avez réussi à avoir l'accès de tout ça? Parce qu'il doit y avoir une phobie aussi de partir de ta course, puis finalement, il y a un accès au ravito qui est difficile, puis vous ne pouvez pas vous rendre? Oui, là, c'est ça. On est allé les reconnaître 3 jours avant, parce que c'est des sections justement vraiment en haute montagne, avec des chemins de gravier qui sont vraiment compliqués. Donc, on est allé voir lesquels justement que ça allait être possible de pouvoir crewer. Puis c'est ça. Fait que ça prenait absolument ça, parce que c'est vraiment compliqué de se retrouver dans ces places-là. Le GPS, il ne rentre pas bien, puis il faut vraiment se fier aux indications de la course. Nous, on avait une voiture de location, une petite Kia, qui est vraiment pas faite pour aller rouler dans ces chemins-là. Fait que ça prenait vraiment ça, aller voir un peu de quoi ça avait l'air. J'espère que la Kia avait l'air climatisée. Oui, elle avait l'air climatisée. Parle-moi de ta course, comment ça s'est passé, de la ligne de départ, l'effervescence du début, jusqu'au moment où tu as décidé justement d'arrêter. Raconte-nous l'épopée que tu as vécue dans ces montagnes-là, dans ces canyons-là. Ouais, en fait, le départ, c'est vraiment stressant. Puis quand tu es sur une ligne avec autant de bons athlètes, de professionnels, c'est sûr que c'est dur de ne pas se laisser emballer, puis aussi de faire confiance en ses moyens. Tu as l'impression que tout le monde est meilleur que toi. Tu pourras pas arriver à faire une bonne course parmi ces gens-là. Ouais, le début est vraiment stressant, mais je me suis écouté. Dès le début, je suis allé quand même vraiment slow. Puis en fait, il y a plusieurs pros aussi qui ont vraiment décidé de prendre ça easy, la montée. Fait que ça m'a permis aussi de quand même être avec eux, mais d'être à un pace confortable. Fait que ça, c'est vraiment content que ça se passe comme ça. Je pense que juste Jim Wamsley et Aiden House, ils ont quand même été assez rapides là, dans la première montée. Mais le reste, là, ça faisait bien du sens. Là, fait qu'on n'est pas parti trop vite à ce niveau-là. Ouais. Mais ouais, c'est une course assez stressante. Ouais. Alors, j'en doute pas. Là, puis c'est une ligne de départ qui est mythique aussi. Il est 5 heures le matin. Tu es à Arlington Valley. Tu commences avec une grosse montée en partant.
Puis après ça, quand ça a commencé à descendre, as-tu des bonnes sensations dès le début? Oui, quand même. Ben, en fait, quand je suis arrivé ici en Californie, j'avais encore mal aux genoux. Il y a une tendinopathie qui est apparue comme pendant mon taper. Ça n'a vraiment pas rapport. Je ne sais pas pourquoi. Puis, j'ai pas couru tout le long que je suis arrivé pour vraiment être sûr que ça soit guéri pour la course. Puis, c'est juste 2 jours avant que je me suis remis tranquillement à courir. Puis, je le sentais encore, mon genou. C'est la veille que je me suis mis à plus vraiment le sentir. Fait que je commençais à prendre confiance. Mais c'est sûr que dès les premiers downhill, là, je sentais quand même une gêne. Je savais que ça allait faire mal tout le long de la course, mais je m'étais préparé à ça. Je m'étais dit, ben, c'est pas grave, là, je vais passer au travers pareil. C'est juste de la douleur. Là, ça devrait pas se développer en plus grosse blessure, ce type de blessure-là. Donc, c'était pas si grave. Mais ouais, c'est sûr que le premier downhill, je l'ai pris plus easy justement pour voir un peu de comment mes jambes allaient le prendre. Mais pour vrai aussi, le lever du jour dans la vallée, là, c'est vraiment beau. Pour vrai, c'est mythique comme départ. Puis est-ce que ta stratégie dès le départ était justement d'être conservateur, puis de laisser peut-être des gens partir vite, mais de ne pas t'emballer, puis de justement prendre ton pace, puis trouver ta place dans cette distance-là que tu n'avais jamais parcourue non plus? Ouais, non, définitivement, c'était vraiment d'aller le plus easy possible en début de course. Puis si j'avais l'énergie, mais c'est vraiment d'augmenter l'allure vers la fin. Puis je m'en suis tenu à ça aussi. C'est passé à partir de Forest Hill que j'ai commencé à augmenter le pace, justement, à 100 km. Je commençais à filer bien. Je venais de passer un gros down d'énergie, puis j'ai un gros up d'énergie. Fait que j'en ai profité. J'ai clenché tout le downhill. Mais après ça, j'ai eu un autre gros down que je m'en suis pas remis. Mais ouais, ma stratégie, je trouve que j'ai vraiment bien géré. Puis pour mes prochains ultras, je vais faire la même chose. Ça vaut pas la peine de partir super vite. Puis, comme on l'a vu justement, c'est beau gagner 15-20 minutes en partant super rapidement, mais si tu te mets à casser à cause de la chaleur, tu n'es pas d'avance du tout. Mais non, si tu réussis à gagner 15 minutes sur le pack au début, si tu perds un 30 minutes dans un ravito plus tard parce que tu files pas, tout ça, ça sert à rien. Non, exact. Ouais, puis c'est drôle parce que... Vraiment... Non, excuse, vas-y. C'est vraiment de bien résister à la chaleur. Puis, même en étant vraiment sage comme ça, puis en courant intelligemment, ça m'a quand même rentré dedans. Fait que t'imagines si tu t'écoutes pas, puis tu vas trop vite, mais ça te pardonnera pas. Hein. Non, c'est clair. Puis à partir de quel moment tu as senti que ça a commencé à dégrader là, jusqu'à ton abandon au 123e kilomètre? Hein? C'est dans la descente, j'ai quasiment pu courir super vite tout le long, mais il y a comme 2 ravitaux avant d'arriver à la rivière, qu'on traverse la rivière. Puis dans les derniers, là j'étais plus capable de descendre, j'étais plus capable de m'alimenter aussi. Puis là, ça a vraiment commencé à mal aller. J'ai dû marcher longtemps. Puis je commençais vraiment à perdre le moral aussi, quand tu te mets à marcher comme ça. Puis t'es tout si bien parti, tu viens de te faire dire que t'es top 10, que ça va bien, parce que je demandais jamais ma position. Je faisais justement pour me fier 100% à mes feelings, je demandais rien sur la course. C'est juste, je pense, à peut-être comme 100 à 110 kilos, je sais plus trop. C'est là qu'on m'a dit que j'étais top 10. Là, j'étais vraiment content, mais après ça, c'est là que j'ai eu le plus gros down d'énergie. Puis, ouais, ça a rentré dedans plus solide, puis ça m'a affecté mon mental. Puis, on dirait que j'étais comme pas prête à passer à travers ça non plus. Tu sais, je sais c'est quoi avoir un coup de chaleur. En Gaspésie, j'en avais eu un. Puis je sais que si j'allais juste un peu plus loin là-dedans, c'est vers là que je m'en allais. Puis je sais pas, ça a comme pas marché mentalement. J'ai vraiment pas voulu. J'ai pas voulu me rendre là. Fait que j'ai décidé que ça allait être assez, puis que j'étais quand même satisfait de mon effort. Puis, si j'aurais potentiellement pu justement arrêter 1 heure et demie au ravito, prendre mes énergies, manger, puis après ça marcher, mais on dirait que c'était vraiment mentalement, c'était pas quelque chose que je voulais. J'étais venu ici pour en courir la course, pour donner mon 100% niveau côté performance, mais si j'étais pour marcher, ça me tentait moins rendu là, puis j'ai pas eu de morale pour continuer. Tu as été fidèle à tes objectifs. Ouais, exact.
C'est fou pareil parce que jusqu'au 110e kilo, t'étais-tu dans le néant complet sur ta position dans le pack et tout? Ouais, quand même, c'est ça. C'est vraiment à partir de 110 kilos que je l'ai su que j'étais top 10. Puis là, j'étais comme moi, top 10, comme top 10 gars ou top 10 overall parce que je le savais, il y avait comme 5 filles devant moi ou de quoi du genre. Puis j'étais comme, ouais, de quoi on me dit de la merde, là, mais je savais pas trop pour de vrai, mais c'est après ça que j'ai réalisé que ça faisait quand même du sens. Ah, c'est fou pareil. Puis tu sais, c'était le fun à suivre. Puis tu sais, je sais que ça ne met pas nécessairement un baume sur peut-être les sentiments plus amers ou je ne sais pas comment tu files par rapport à ta course et tout. Puis là, tu dois être un peu magané de la déshydratation. Mais bref, nous, de notre côté ici à Québec, tout le monde te suivait. En tout cas, on est une petite communauté au Québec de trail, mais je sentais que tout le monde vibrait au rythme de ta course. Puis j'ai passé la journée à échanger des courriels, des textos, des messages avec Maxime Simard de On, avec Nico Dan de NAC, avec tout le monde. Puis tu sais, j'avais l'impression, là, peut-être que c'est moi qui ai juste ami Facebook et Instagram avec des coureurs, des coureuses, mais tout le monde suivait Elliott qui faisait sa Western State, puis t'as fait vraiment triper les gens. Puis je pense que ça m'a inspiré vraiment beaucoup. Puis je ne sais pas si c'est un baume qui vaut la peine, mais sache que tu as fait triper vraiment beaucoup de monde à distance. Puis c'était beau de te voir aller. Puis je pense que tout le monde est juste vraiment fucking fier de se dire qu'il y a un petit gars de chez nous qui s'est rendu vraiment loin puis qui a challengé l'élite internationale. Puis tu sais, quand Dylan Bowman, qui est le commentateur de la course sur le live feed, se met à dire Elliott Cardin, puis il ne sait pas trop comment le dire, c'était comme vraiment trippant. Fait que bref, je te le dis, là, il y avait vraiment quelque chose de spécial qui se passait ici au Québec. Là. Ouais, puis tu sais, ça, je pense que ça allait contribuer aussi à toute l'expérience de la Western State. Dès que j'ai mis le pied en Californie, j'ai vraiment senti le support de tout le monde, les gens qui m'écrivaient pour me souhaiter bonne course. Ça a vraiment été fou. Tu sais, ça m'a craqué pour la course, justement. Et je tiens à remercier tout le monde, justement, pour ce support-là. C'est vraiment incroyable là, de pouvoir compter sur tout le Québec comme ça. Ouais, c'est cool. Tantôt, je faisais des vous avez fait un bon show. Ben, totalement. Écoute, le monde tripait puis t'as donné un méchant bon show. Là. Je veux dire, quand tu t'es mis à descendre, on te suit sur une app, puis c'est GPS, c'est un peu... c'est la Western State. Là, c'est Route jusque dans l'application sur laquelle tu suis la course, mais quand on t'a vu descendre de la 19-20e jusqu'à la 11e place, puis qu'on a vu du monde commencer à dropper, puis toi qui gagnais des places, écoute, c'était un bel engouement. Là. Ah ouais, j'aurais vraiment aimé ça être comme. Il m'en restait pas long, en fait, avant que ça soit pas la nuit, là, mais vraiment le coucher de soleil, puis que la température commence à descendre un peu. On s'entend, en fait, elle ne descendait pas la température, c'est juste que tu n'étais plus exposé au soleil. Parce que plus tu descends vers Auburn, plus il faisait chaud tout court. Fait que, il y aurait eu de la chaleur encore, mais c'est surtout le soleil qui affecte beaucoup. Là, quand tu es dans le canyon 100% exposé, il n'y avait pas beaucoup de place à l'ombre. Puis j'aurais vraiment aimé ça, juste passer cette petite gap-là. Je sens qu'il m'en manquait vraiment pas gros pour sortir de cette zone-là qui faisait en sorte que j'étais plus capable de m'alimenter, que ça commençait à aller moins bien parce que ça gosse. Parce que pour une fois dans mes courses, j'ai réussi à m'alimenter ça coche du début jusqu'à temps que ça ne marche plus. Mais vraiment, j'ai jamais mangé autant. Puis, en fait, c'est drôle que j'ai essayé ça à la West. Je ne sais pas ce qui m'est passé dans la tête. Je lisais les articles de David Jekyll justement qui sortaient, je pense, une semaine avant. Là, il en jasait puis il parlait de l'alimentation. J'avais tout lu ça. Je suis comme, je vais commencer à penser à organiser ma nutrition sportive parce que je suis nul avec ça. Moi, c'est à peine si je réussis à manger un gel d'habitude par heure. Puis, c'est pas assez. Là, je m'étais dit, pour la West, là, je veux être capable, je vais me botter le cul, que ça donne mal au ventre ou peu importe, je vais être capable de m'alimenter. Et j'ai toujours pris 3 gels à l'heure, plus des électrolytes qui avaient des calories. Fait que j'étais tout le temps dans les bons ratios, même que c'était parfait. Fait que j'aurais aimé ça que ça continue, puis que je passe la rivière, puis que oui, ça aurait été vraiment dur le restant de la course, parce qu'il reste encore 3-4 bonnes montées avant d'arriver à Auburn, mais déjà, si j'avais pu passer ça, je pense que j'aurais mis bon, puis ça aurait fait un bon résultat, mais c'est juste encourageant pour la suite. Je sais maintenant que c'est vraiment jouable. Puis, l'objectif que je m'étais visé, que j'en parlais pas trop aux gens, parce que je me disais, c'est peut-être trop... c'est peut-être exagéré de penser que je peux faire ça, mais je visais vraiment de quoi comme 17 heures. Puis finalement, en regardant les splits, j'étais pas mal dessus tout le long. Fait que
c'est vraiment encourageant de me dire que finalement, je peux peut-être valoir ça sur la West. C'est sûr que je vais aller essayer de valider ça une autre fois, ça, c'est sûr. Ah, c'est clair. Mais c'est le fun de voir que même 24 heures à peine, moins de 24 heures après la fin de ta course, tu es déjà dans un mode compétitif puis optimiste pour la suite. Là. Je veux pas tourner le fer d'emblée, mais comment tu te sens là, par rapport à cette décision-là d'arrêter? Tu es bien avec ta décision? Ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'est décevant dans le sens un DNF, c'est jamais le fun. Mais un DNF avec une belle gestion de course comme ça, puis aussi le fait que j'ai appris beaucoup de comme pourquoi peut-être aussi ça l'a pas bien passé, mais il y a aussi le fait que la chaleur, je pense, c'est imprévisible pour tout le monde. Là. Mais j'ai appris beaucoup, puis on dirait que le fait que j'ai vécu une belle expérience comme ça, fait juste voir de l'avant justement que Colin, je peux accomplir de belles choses, puis il reste du temps encore, puis ça me fait juste ça me craint pour la suite en fait. Ben, je suis content de t'entendre. C'est optimiste pour la suite, puis c'est très positif. Je pense que n'importe qui, souvent, moi que je reçois qui me parle de ces DNF, souvent c'est dans les DNF ou c'est dans les performances difficiles qu'on apprend le plus, mais c'est beau de voir que une vingtaine d'heures après la fin de ta West, tu es déjà dans ce mode-là, positif, apprentissage, puis on prend tout ça, on prend des notes, puis on repart pour la suite, puis ça te craint, là. Ouais, exact, mais tu sais, j'apprends vite dans le sens de la raison aussi pourquoi tu sais, j'ai abandonné aussi, c'est le fait que je n'étais pas là mentalement pour aller chercher, aller voir plus loin. Fait que je me dis, je vais arrêter de faire ça, d'aborder les choses plus négativement, justement, puis ne pas me faire confiance. Puis à partir de maintenant, je veux plus me faire confiance, puis ça va m'aider justement quand j'ai des bouts de rough, mais j'ai déjà accepté que je vais aller jusqu'au bout, peu importe ce que ça va demander. Je sens qu'Edenhout, lui, il aurait pu abandonner aussi là, quand il était rendu à Pointed Rock, mais il avait sûrement accepté qu'elle allait aller jusqu'au bout avant ça. Puis c'est vraiment ça, je pense qu'il faut faire. Mais anyway, je suis vraiment content quand même de cette expérience-là. Puis quand tu regardes tous les professionnels, il n'y en a pas gros qui réussissent leur première Western State. Puis je pense que c'est juste normal. Il faut aller voir un peu. Dans ce temps que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Puis en plus que c'était ma première essai sur cette distance-là, je pense que c'est normal aussi. Puis on dirait que ça me rassure. C'est pas tant un échec, c'est vraiment c'est un step vers la réussite, justement, de réussir enfin un 100 mètres un jour. Ah, t'as pas choisi la plus facile pour commencer, là. Non, exact. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, le gars qui a gagné hier pour la 3e fois, probablement le meilleur athlète dans notre sport présentement, qui est Jim Walmsley, il a pris 2 abandons. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. Sa première Western State, il n'a pas abandonné, mais je veux dire, il est en avance sur tout le monde de 2 heures, je pense, puis il a pris un mauvais chemin, il s'est trompé de bord, il est revenu, il a arrêté, puis il a fini comme super loin dans la nuit. Son 2e essai, ouais. Il a abandonné. Ça y a pris 3 fois avant de remporter la Western. Tu sais, je pense que c'est une course extrêmement brutale. C'est pas pour rien que c'est une des courses les plus prestigieuses. Puis, comme tu dis, la plupart des athlètes masculins et féminins qui ont eu du succès à Western ont commencé par des performances plus difficiles dans lesquelles ils ont appris. Oui, exact. Puis, dans les vidéos justement de Jim Walmsley sur tous ces essais-là, quand il a fait son wrong turn, il disait « tu sais, j'aurais pu... » T'sais, on dirait qu'il s'en voulait au début, comme j'aurais pu juste continuer de courir tranquillement, puis j'aurais quand même gagné la course probablement, ou fait quand même un bon temps. Puis, sur le moment, ce qui filait, c'était comme je veux juste marcher, genre, je veux rien savoir de courir. Le monde disait jog un peu, non, je veux juste marcher. À la limite, c'est comme ça, je me filais hier aussi. Tous les organisateurs étaient comme non, continue, prends ton temps, tu repartiras plus tard. Je sais pas, moi, la seule affaire que je filais en dedans de moi, c'est vraiment juste comme, non, je n'ai eu assez là, de la chaleur. C'est tellement exigeant pour le corps passer à travers une grosse journée de même, 100% exposé au soleil, que je sais pas, je voulais rien savoir de plus, même si je sais que par après, on peut le regretter, puis que c'était sûrement jouable de marcher jusqu'à la fin ou m'y rendre bien tranquillement. C'est ça. Non, mais quand la tête est plus là, puis tu restes... Ce qui va forger mon parcours plus tard, un peu comme Jim.
Exact. Puis, tu sais, quand je veux dire, il te reste une quarantaine de kilomètres, genre, 30 quelques kilomètres, puis la tête n'est plus là, je veux dire. Ouais, 37. Tu sais, il y a une différence entre il te reste 12 kilomètres, puis tu marches jusqu'à la fin, puis 37, je veux dire, veux pas. Il y a aussi le fait que, tu sais, plus tu marches, plus c'est long avant de te rendre, plus l'agonie est longue. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est totalement comprenable que tu te dises, bon, ben, kilomètre 123, voilà, c'est assez, là. Ah ouais, puis tu sais, il y a des gens aussi qui trouvent, mettons l'élite, on est donc bon de courir aussi vite, mais pour vrai, pour avoir vu toutes les arrivées jusqu'à ce matin, là, pour vrai, à la limite, là, les gens qui l'ont juste fini, peu importe en nombre d'heures, là, sont forts eux aussi, puis ils méritent genre, tout le respect. Ça a été incroyable de voir ça, des gens qui arrivent encore ce matin à Auburn quand il faisait encore plus chaud. Moi, ça m'a impressionné en tout cas. Ces gens-là, sont vraiment forts aussi. Là. Ouais, ça a été une belle expérience de voir tout ça, la détermination de tous les coureurs, puis ce que cette course-là représente pour plusieurs personnes. Ah, c'est ça, c'est le premier 100 miles de l'histoire du sport. C'est quelque chose de mythique de se frotter à ce parcours-là du côté compétitif, du côté challenge, mais je pense qu'il y a aussi le côté de l'impression de faire une visite au musée ou je ne sais pas, Western States, c'est mythique. Chaque nom de ravito, le monde le connaît. Tu écoutes 2-3 documentaires sur Western States, puis tu sais c'est quoi le River Crossing, tu sais c'est quoi Dusty's Corner, tu sais c'est quoi Forest Hill, puis il y a quelque chose de très mythique d'aller en genre de pèlerinage quasiment rendu là. Ah ouais. Ah, puis tu vois, moi, j'en ai écouté une couple de vidéos avant, mais je suis le genre de gars qui arrive tout innocemment à une course. C'est sûr que je m'étais préparé quand même, mais je suis pas le gars qui va plus planifier mes trucs que ça. Puis c'est sûr que ça aurait pu être de quoi qui m'aurait aidé de planifier encore plus. Mais j'aime ça, arriver là, dans l'inconnu. Puis j'assistais justement à une interview de Jim Wamsley qui disait à quel point l'innocence, innocence is powerful. Puis c'est tellement vrai dans le sens. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Des fois, trop savoir où ce que tu t'en vas, c'est pas mieux non plus. Ouais, de suranalyser le parcours, suranalyser tes splits, tout préparer d'avance. Mais j'aime ce que tu disais tantôt par rapport à ta course, que tu t'es juste fié à tes feelings, à ton ressenti, puis tu y es allé. T'sais. À 100%, dans le sens mes splits étaient tous marqués sur une feuille pour 17 heures. Mais honnêtement, c'était plus pour mon crew parce que moi, je ne les ai pas étudiés. À part Duncan Canyon, que je savais qu'en 3h48, il fallait que je sois là. Pour moi, c'était mon seul repère. Après ça, je n'avais aucune idée. J'avais aucune idée c'était quoi mon temps qu'il fallait que je sois à Forest Hill. Puis je m'en foutais. Puis je savais même pas les nombres de miles entre les aid stations. En fait, quand j'arrivais à la aid station, je demandais c'est à combien de temps là, la prochaine. Puis à chaque fois, je faisais ça. Puis en fonction de ce qu'on me disait, puis de quand je filais, je suis comme, là, ça me prend tant d'eau, ça me prend tant de gel, let's go, on repart. Puis aussi, j'ai fait attention d'arrêter à chaque fois, de mettre de la glace partout dans les sleeves, les arm sleeves, dans ma camisole. J'en ai mis aussi du temps dans mon bandana à chaque fois pour être sûr de résister le plus possible à la chaleur. Non, c'est clair. Je pense qu'à chaque année, on voit des nouvelles technologies ou des façons originales de se refroidir, que ce soit le chapeau de Courtney Dauwalter où elle se remplissait de glace dans la tête ou le bandana. Il y a plein de façons. T'avais-tu étudié un peu les façons de te rafraîchir? Puis t'avais-tu testé ces choses-là avant de partir? J'avais testé le Ice Bandana un peu. Puis tu vois, en arrivant durant la course, c'est comme... On dirait que tu sais comment le faire quand que tu l'as juste fait relax chez toi. Puis là, j'arrivais au ravito à tout champ, ma glace, elle sougnait le camp partout. Il y a 2 ravitaux que genre, la glace, elle est juste tombée comme, je pense, 100 mètres plus loin. Je suis comme, bon, entre ces 2 ravitaux-là, ça va être dur à toffer, mais écoute, pas le choix, là. Mais ouais, si c'était à faire, c'est sûr que je me pratiquerais un peu plus pour trouver des bons trucs. Puis chaque personne au ravito aussi avait des trucs différents comme pour mettre la glace. Là. Fait que c'était un peu tricky, mais la façon qui allait le plus bien, finalement, c'est de garder ton bandana sur toi. Les gens, ils se mettent derrière puis ils roulent la glace direct dans le bandana. Fait que tu n'avais même pas besoin de t'enlever. Ça allait bien. Puis je pense que c'est à partir d'une 60aine de kilos, quelqu'un qui a fait ça, qui m'a montré ce truc-là. Fait qu'avant ça, je m'avais enlevé le bandana, essayer de le mettre. Ouais. On apprend à mesure que la course avance.
C'est quoi tes... c'est ça que je réalisais, justement. Est-ce que je t'ai coupé? Refinis ta phrase. Je t'ai coupé. Ah, c'est ça que j'ai réalisé, justement. J'apprenais au fur et à mesure que j'avançais, j'apprenais plein de trucs, là. Ben, c'est un peu ça aussi d'aller tester des choses puis d'y aller avec, comme tu dis, innocence is power. J'aime ça, d'arriver pas trop préparé puis juste y aller au feeling. Je pense que c'est un bon apprentissage pour n'importe qui parce que quand tu te prépares trop, quand tu sais ce qui s'en vient, des fois, c'est pas une bonne chose, surtout quand c'est un 100 miles ou des longues distances. Trop savoir dans quoi tu t'embarques, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, exact, ouais. Ouais, je pense que ça prend un équilibre entre les deux, mais ouais. Chacun sa stratégie. Ouais, c'est ça. Est-ce que ton plan, c'est de tout faire pour retourner, réessayer la Western States? Ouais, le plan, c'est ça. Là, je suis déjà inscrit à Black Canyon. Fait que ça serait d'essayer par le moyen le plus tough d'aller rechercher un ticket. Ça sera pas facile. Surtout que on dirait que l'intérêt aussi pour la Western State, les Golden Tickets, au fil des années, avec toutes les années que Eric Sandsman il est allé chercher, je pense, 4 fois son Golden Ticket, puis dont plusieurs fois à Black Canyon. Je pense que l'intérêt, elle augmente, que ça va être de plus en plus difficile d'aller chercher ça. Mais définitivement, c'est quelque chose que je veux refaire, que ce soit sur Black Canyon ou un autre. J'aimerais bien ça aller chercher. Oui, il y a des belles courses. Sinon, ça va être la loterie. Oui, ben, tu as des belles courses aussi. Je pense que tu as Bandera au Texas, tu as Lake Sonoma, un 50 miles aussi en Californie, des belles places pour essayer, mais c'est cool. Black Canyon 2022, tu vas être là? Oui, je vais être là. À moins que la pandémie nous donne du fil à retordre. C'est sûr qu'en ce moment, voyager comme ça, c'est tout un c'est tout un sacrifice. Tout ce que j'ai fait pour venir ici, dans le sens, c'est tout à mes frais quasiment. Il y a mes sponsors qui m'ont aidé un peu, justement, avec On. J'ai eu du support monétaire, mais ça couvre vraiment pas tout. Je vais perdre quasiment un mois de temps de salaire juste pour venir faire cette course-là. Fait que c'est sûr, c'était un gros pari venir ici. Puis c'est sûr que je pense que c'est la raison pourquoi aussi c'est un peu décevant de ne pas m'être rendu jusqu'au bout, juste pour ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai sacrifié beaucoup. Puis en plus, j'avais des problèmes de santé qui m'ont suivi là, jusqu'à la toute fin. Puis ça, c'est vraiment quoi qu'avec la 2 semaines de quarantaine, je vais prendre soin de tout régler. Mais en fait, je souffre du syndrome de surentraînement. J'ai vraiment toutes les valeurs au niveau médical qui démontrent un débalancement. En fait, j'ai eu des grosses chutes de testostérone en hiver. Puis après ça, c'est un débalancement au niveau de l'axe hypothalamique, au niveau du cerveau. Fait que c'est prolactine, cortisol. C'est ça. Fait que là, j'ai des hormones qui sont débalancées, qu'il va falloir que je règle, justement, qui créent beaucoup de fatigue, une moins bonne récupération. Moi, je l'ai surtout senti, en fait, c'est que c'est ma vitesse tout au courant de l'hiver. Je n'étais pas capable de retrouver ma vitesse. L'endurance était bonne quand même, mais incapable de faire des bons workouts d'intensité. C'est là que j'avais décidé d'investiguer. Fait que là, je vais prendre du repos, puis après ça, je vais être capable de revenir plus en puissance. Ben, c'est correct au moins de le savoir. Il y a des bons articles. Il y a un article, je pense, c'est dans Distance Plus qui est sorti la semaine passée, ou il y a 2 semaines, par rapport à ce syndrome-là qu'on entend, je pense, juste pas assez parler, mais que n'importe qui fait beaucoup, beaucoup d'endurance, beaucoup, beaucoup de volume, d'entraînement de haute intensité, comme toi, mais comme n'importe quel bon mid-packer qui veut faire du gros volume pour ses courses. C'est quelque chose qu'on est tous et toutes exposés. Puis il faut faire super attention. Tu as réalisé c'est quoi un peu avant de partir en Californie? Oui, en fait, les premiers tests. Tu m'entends, Yann? Oui. OK, good. Ouais, les premiers tests, c'était en février, je pense que je les ai eus. Puis après ça, c'est là qu'on s'est mis à investiguer un peu plus loin parce que la chute de testostérone, ça vient de quelque chose. Naturellement, l'endurance inhibe les taux de testostérone. Ça, c'était pas trop surprenant, mais c'est après ça de voir s'il n'y avait pas d'autres débalancements, justement. Puis aussi au niveau du fer, être sûr que tout était correct. Mais ça c'était tout beau. Mais ouais, c'est de quoi qu'on n'entend pas assez parler. En fait,
je sais pas pourquoi c'est tabou. Moi, ça me dérange vraiment pas d'en parler. Puis je suis vraiment content justement de pouvoir en parler puis que ça fasse en sorte que d'autres gens soient vigilants face à ça. Quand on veut être performant comme ça, on est toujours... la ligne est mince entre le surentraînement et un bon niveau de forme. C'est tellement facile de passer de l'autre bord dans le surentraînement. Il faut être super vigilant. Puis, les médecins, ils vont pas surveiller vraiment ça parce que on est jeune, on est athlétique. Tu arrives, tu dis que tu es un peu fatigué ou que justement, tu n'as juste plus de vitesse quand tu fais des entraînements d'intensité, mais il va juste te dire comme si tu es trop entraîné ou peu importe, mais c'est vraiment bon de le savoir parce que, mettons, là, c'est facile, c'est un petit débalancement que j'ai. Puis, je vais le voir avec les tests en revenant, là, si ça ne vient pas justement au niveau du cerveau puis que c'est réellement à cause du surentraînement. Mais c'est que quand tu vas creuser encore plus loin là-dedans, c'est après ça que tu peux vraiment te brûler et ne pas revenir. C'est comme un burn-out au travail ou peu importe. Il faut être vigilant parce que le but aussi, c'est de rester en santé et de courir le plus longtemps possible. Tout le monde faut rester vigilant pour ça. Puis comme tu dis, que ce soit mid-pack ou les athlètes élites, mais on n'est tous pas à l'abri de ça parce que le stress, l'organisme, il le voit tout de la même façon, que ce soit un stress physiologique, un stress émotionnel, un stress au travail, mais le corps, il le voit tout de la même façon. Puis si tu rajoutes en plus là-dessus des entraînements qui sont taxants et stressants, mais ça peut mal tourner aussi pour n'importe qui. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on a tous la conscience de je vais être prudent jusqu'à temps que tu aies des premiers signes, que ce soit une blessure physique ou justement un syndrome de surentraînement. Jusqu'à temps que ça arrive, ben, je pense que naturellement, quand tu as des gros objectifs qui s'en viennent, quand tu es au bout de tes gros blocs d'entraînement puis tu approches ta course objectif ou peu importe, je pense que naturellement, on a le mauvais don d'essayer d'enterrer ça puis de dire non, ça doit pas être ça, ça doit pas être ça, puis d'ignorer des fois les signes parce que il y a telle course que ça fait 1 an que je m'entraîne. Imagine-toi à la Western ou n'importe qui, quelqu'un qui vise de faire le QMT 100K cette année, mais si son objectif qui le motive à se lever le matin depuis 1 an, puis rendu à 1 mois avant la course, il commence à avoir des symptômes de ça, de surentraînement, de fatigue chronique, je pense que naturellement, l'être humain il camoufle ces choses-là, mais il faut rester vigilant, puis il faut des fois se détacher de ses objectifs, se détacher de nos têtes dures de coureurs, de coureuses d'endurance, puis de se dire, OK, là, il faut que je m'écoute, puis si je veux faire ce sport-là longtemps, mais il faut que je prenne soin de moi, puis si ça veut dire repousser un objectif à une année suivante, c'est pas grave. Exact, c'est ça. C'est dans ce sens-là aussi que j'ai risqué beaucoup, dans le sens que je savais que je m'en allais faire à la Western State overtrain, puis j'ai regardé beaucoup. Puis, on peut quand même performer quand on est surentraîné, surtout que c'est comme si c'est un début de surentraînement comme ça. Je me suis dit, j'allais prendre le risque, puis après ça, avec la quarantaine, c'est du repos, mais je me voyais juste pas repousser justement encore cette course-là une année de plus vu qu'elle avait été annulée. Puis maintenant, c'est le temps pour du bon repos, puis revenir en force là, pour la fin de saison. C'est correct. As-tu des courses au calendrier le reste de l'année? Oui, c'est Arikana, justement, qui est plus tard en saison. Je voulais me laisser vraiment tout le restant de l'été pour, premièrement, prendre le repos. Après ça, revenir tranquillement. C'est comme une journée sur 2 à la course, là, un peu le protocole habituel pour entraînement. Puis, après ça, je vais pouvoir rentrer des bons blocs pour être prêt pour Arikana. Parfait. C'est prudent. Écoute, on te veut en forme. On veut te resuivre l'an prochain ou la suivante sur nos applications puis sur Twitter puis à essayer d'avoir des infos, savoir comment Elliot performe. Puis si on veut que ça réarrive dans quelques années, il faut que tu prennes soin de toi, Elliot. Ouais, exact. Cool. Hey, moi, tu le sais, j'ai tout le temps mes questions éclairs NAC d'habitude pour terminer. Puis je ne veux pas te retenir trop longtemps parce que je sais que je prends de ton précieux temps de récupération post-course. Mais là, je me suis dit, c'est la première fois que je reçois un invité, la 2e fois. Changeons un peu la donne. Fait que j'ai créé les nouvelles questions ouvertes NAC. Fait que c'est 10 questions. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de FKT, il n'y a pas de stress. Je te pose 10 questions, tu me réponds ce que ça te tente, puis on y va comme ça. All right. Ça te va? Yes. On commence. C'est quoi tes espadrilles préférées? Les Cloud Ultra. Yeah, the On. Oh, yeah. Yes, the On. C'est quoi ton repas d'avant-course?
Repas d'avant-course, honnêtement, j'en ai aucun. En fait, je mange ce que j'ai envie la veille, puis ça varie d'une fois à l'autre, mais c'est sûr que classique, quand même plus riche en hydrates de carbone, mais sans virer fou avec ça non plus. C'est excellent. C'est quoi ton repas d'après-course? L'après-course, les sushis, j'aime bien ça, puis j'aime ça aussi au ravito. Les sushis de Quand ça ravito, passe. Ah, c'est ça, hier, Tu vois, j'en ai mangé aussi hier. T'as-tu réussi à manger un peu hier après ta course? Tu disais que tu étais un peu en déshydratation, hein? Ouais, ça a pris un peu de temps. Ça a pris peut-être 2 heures après, je me suis remis à manger. OK, good. Ton produit NAC préféré? Produit NAC préféré? Là, je te dirais que c'est la casquette. Non, mais les barres vegan choco à arachide. On a hâte d'avoir les gaufres qui s'en viennent très bientôt. Ouais, ça, j'ai bien hâte d'essayer ça. Maintenant, tu complètes la phrase. Tu ne pars jamais courir sans. Sans ma belt. Excellent. C'est quoi ta montagne préférée? Montagne préférée, Sutton. Ton sentier, dans le coin. Hein. Ton sentier préféré? Les plus belles ici. Ton sentier préféré? Oh boy. Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai vraiment trippé faire la traversée des sommets de Sutton. C'est super sauvage, super technique. Je te dirais que Sentier de l'Estrie est un de mes sentiers préférés. Cool. Ton idole de course? Idole de course? Aiden House. En fait, j'en ai plein. Ouais, mais tu sais, pour y avoir jasé et tout, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup de son temps, qui est super charismatique, qui est vraiment disponible, justement. Ça, je trouvais de Aiden. J'ai parlé plein de fois le week-end. Il souhaite bonne chance à tout le monde. Je sais pas, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup aussi au niveau performance, mais qui a l'air d'une super bonne personne aussi. Cool. Ta plus grande fierté? Grande fierté? Côté performance? Tu choisis. Eh boy. Une bonne question, là. Tu me prends au dépourvu. Pour vrai, d'avoir été chercher le Golden Ticket côté performance, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Surtout avec, c'est oui, aller chercher le Golden Ticket, mais je trouve que mon temps, c'était un excellent temps. Puis, en plus, que je réalise que je peux même faire mieux sur cette course-là. C'est vraiment une grosse fierté que j'ai. Ouais, non seulement c'est d'aller chercher un Golden Ticket, mais c'est un des meilleurs chronos de l'histoire de Black Canyon. Ouais. La dernière, ta course bucket list? Je te dirais que ça va être à Western State. Hein. Prise 2. Ouais, prise 2. Excellent. Tu as une histoire à régler avec cette course-là. Ouais, mais tu sais, avec le 100 miles aussi, dans le sens, je veux vraiment réussir à être performant sur cette course-là. Fait que je vais essayer de voir comme qu'est-ce qui me bloque à partir. Parce que jusqu'à 100 km, je fais des super belles courses. Mais j'essaie de figurer comment transposer ça après ça sur 160 km. Puis je sens que c'est certains petits points techniques qu'il faut que je règle. Et au niveau de l'entraînement aussi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que je suis capable de faire sur cette distance-là. Ben, nous aussi, on a très hâte. Western State, c'est quand même une belle course. Ah oui, c'est clair. On a très hâte de voir ce que tu es capable de faire cette distance-là. J'ai comme pas de doute que dans les prochaines années, on va voir de quel bois tu chauffes. Ouais. Hey, je t'en tiens pas plus longtemps, Elliot. Merci beaucoup de ton temps en direct de la Californie. Merci d'avoir pris un peu de temps pour jaser. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait hâte d'avoir de tes nouvelles. C'est ça qui est traite dans ces courses-là, c'est qu'on les suit, puis à un moment donné, boum, le nom débarque, tu n'es plus dans le classement. On suppose que tu n'es plus là, que tu as abandonné, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les gens s'inquiètent, puis je pense que les gens vont être contents d'avoir eu de tes nouvelles un peu aujourd'hui sur les médias sociaux, mais mercredi, quand l'épisode va paraître, d'avoir un peu les coulisses de comment ça s'est passé. Fait que tu parlais de Aiden Hawks, qui était très généreux de son temps, mais je pense que c'est le cas aussi pour toi. Puis au nom de la communauté, je t'en remercie. Ah, écoute, ça fait plaisir. Je suis toujours là pour vous. Excellent, on refait ça. Je suis là pour partager tout ce que je vis, tous mes trucs. Je suis pas là pour garder ça pour moi. Je suis là pour qu'on le partage tout ensemble et qu'on fasse évoluer le monde du trail.
Excellent. Écoute, ben merci. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je vous annonce que la semaine prochaine, c'est plus une surprise, je l'ai teasé plein de fois. La semaine prochaine, ce sera au tour de Anne Bouchard, que tout le monde connaît, avec qui j'ai jasé juste avant le Gaspésia sur le bord de la mer à Percé. Donc, la semaine prochaine, je reçois Anne Bouchard. Puis, merci à toi, Elliot. C'était vraiment une belle discussion. Puis, félicitations. Je pense que tu peux repartir de Californie très fier, la tête pleine d'apprentissage, prêt pour reprendre ta revanche de cette course-là dans les prochaines années. Ouais, merci pour tout le support, gang. Yes. Donc, à bientôt, tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Et ciao. Voilà, Elliot. On termine ça là-dessus. Good. Cool, hey, mais merci de ton temps pour vrai. Je sais que ça ne doit pas être facile aujourd'hui en pleine récup d'après-course. Je te promets que la troisième fois que je vais te recevoir au podcast, on ne sera pas en après-course. On va être bien chill, bien relax. On n'aura pas les jambes cassées, mais on va pouvoir jaser normalement. Pas de stress. Ça fait du bien d'en parler après, justement. C'est comme tout est frais, on se souvient mieux. Hein. Non, ouais, c'est clair. Puis, je suppose que dans les prochains jours, tu vas continuer de processer ça, puis il va y avoir des nouveaux des apprentissages, puis des nouvelles affaires positives qui vont ressortir de cette expérience-là. Ouais, ça, c'est certain. Cool. Je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, Elliot. Good, merci, Yann. Bonne bon soirée. Retour. Thanks. Ciao. Ciao. Bye.